tous, merci d'être là. Si vous êtes au fond et que vous m'entendez peut-être moins bien, n'hésitez pas à vous rapprocher. Comme vous le voyez, il y a encore pas mal de place à l'avant. Cette conférence très intéressante, JO 2024, les enjeux de la réversibilité. J'ai répété ce mot 150 fois avant de faire l'annonce. Donc voilà, les enjeux de la réversibilité, avec évidemment une invitée de marque qui va lancer cette conférence. C'est Jeanne Massa, qui est CEO de chez Neogem, et je vous demande de l'applaudir bien fort. Bon, normalement, je n'ai pas oublié mon téléphone. Ah, voilà, ça y est, on y est. Bonjour à tous. Effectivement, on va parler d'un sujet extrêmement intéressant et je vais faire venir nos invités pour cette conférence. Ce n'est pas seulement les enjeux de la réversibilité, mais on peut dire aussi de la mobilité, de l'attractivité, sous ce grand projet que les JO emmènent au niveau même national. Alors, on sera un peu focalisé sur l'Île-de-France. Mais on accueille Camille Jiquel, qui est vice-présidente au développement économique de Boucle Nord-de-Seine et adjointe au maire d'Argenteuil par ailleurs. Florence Chaïb-Nouret, qui est directrice des grands projets Île-de-France pour ICAD et qui opère une partie du village des athlètes. Et puis Romain Bordier, qui est le directeur France de WeMaintain, qui est une... il vous racontera exactement tout ce qu'il fait, mais qui s'occupe du suivi des grandes infrastructures. Et finalement, Stéphane Domillard, qui est le patron de l'ICAON, et qu'on accueille aussi, cofondateur de l'ICAON. L'ICAON qui a analysé, a lancé une étude. Donc les JO, ce sont ces grands projets qui doivent accueillir, qui doivent nous permettre d'accueillir l'année prochaine plus de 16 000 athlètes. On a les Jeux olympiques, mais on a aussi les Jeux paralympiques. Donc ça crée encore des contraintes supplémentaires sur les programmes de logement, de construction. Et tout a été pensé, c'est là aussi où on va s'attarder sur cette partie-là, sur la réversibilité, a été pensé en question d'héritage. Accueil de 16 000 athlètes, mais aussi accueil de plus de 16 millions de touristes. Donc il faut des logements, il faut des infrastructures, il faut beaucoup de choses pour pouvoir accueillir un tel événement. Vous le savez, on en parle de plus en plus, on en parle tous les jours. Aujourd'hui, on va s'attacher avec ces professionnels du secteur à comprendre comment est-ce qu'ils ont fait, comment est-ce qu'ils font, parce que tout n'est pas fini, et tout ce qui reste à faire effectivement jusqu'à l'année prochaine. Et Stéphane, vous avez fait une étude sur 200 programmes neufs autour des infrastructures des Jeux Olympiques sur l'Île-de-France. Et il en est ressorti des choses extrêmement intéressantes entre l'adéquation, entre l'offre et la demande. On te laisse peut-être présenter tes 2 slides et puis on aura des questions à vous poser. Très bien, merci Jeanne. Alors effectivement, il y a une question qui est actuellement vraiment centrale, c'est de savoir si on a réellement en temps de crise encore un lien entre l'offre et la demande. Ceux qui veulent acquérir, d'accord, et ceux qui proposent en gros des logements. Ici, on va se focaliser bien sûr sur le neuf, c'est le sujet qu'on a voulu aborder. Et donc chez l'ICAON IMO, où on produit en fait de la data immobilière et on crée des algorithmes en ce sens, on a pris le parti d'analyser 186 programmes neufs qui actuellement donc, sont en construction et sont dans le giron des JO. Alors, on a créé des algorithmes pour ça et un modèle propre à cette étude. Donc, c'est un système en fait qui est assez simple où on va y aller en 3 temps. On regarde ce qui se passe du côté de l'offre, on regarde ce qui se passe du côté de la demande et on regarde s'il y a véritablement une adéquation entre les deux, si ça colle. Et donc, si on offre une chance aux personnes d'aller vers ces programmes. Et in fine, si on règle en partie le problème de la crise du logement actuel. Donc sur les 186 programmes qu'on a analysés, on a d'abord effectué un système de scoring. Donc en gros, il faut le voir comme la justification du prix, c'est-à-dire est-ce que l'offre est pertinente? Est-ce que lorsqu'on compare tous ces programmes et qu'on prend en compte tous les critères, que ce soit les mètres carrés, la luminosité, l'accès à des services, tout ce qu'on peut intégrer, est-ce que ces programmes sont pertinents? Déjà, donc, pour rebondir sur ce que disait Jeanne, on n'est pas tout le temps dans les clous. C'est-à-dire qu'on a des programmes qui ne sont pas forcément très optimaux lorsqu'ils ont été mis, on va dire, dans le process de commercialisation.
Ensuite, on regarde la demande. Et la demande, elle se traduit comment? Par des prix. Les prix du marché, les prix dans l'ancien. On regarde ce que sont prêts à dépenser, on va dire, des acquéreurs traditionnels dans l'ancien pour certains types de biens. Et là, on va avoir tout un panel de prix au mètre carré qui vont dépendre de ce que vous souhaitez acquérir et selon, bien sûr, quelle ville, quelle zone, quel quartier, quel secteur, etc. Et là, encore une fois, on voit qu'on n'est pas vraiment en phase avec ce qu'on devrait observer parce qu'on a des prix qui sont souvent en baisse en région parisienne avec la crise actuelle. Et surtout, on a certains biens qui sont très demandés, des typologies de biens très recherchées, et d'autres beaucoup moins. Donc ça veut dire que c'est très dur d'aller commercialiser des biens très hétérogènes alors que la demande se focalise uniquement sur certains types de biens. Maintenant que vous avez l'offre et la demande, vous pouvez les confronter. Alors il faudrait juste, s'il vous plaît, afficher le slide suivant pour qu'on puisse vous montrer les résultats. Donc on les confronte. Et là, on devrait normalement avoir une offre des programmes neufs qui correspond à ce que recherchent les gens, si ça a été bien pensé dans le process, le pipe commercial et de construction. Clairement, ce n'est pas ce qu'on observe. Donc nous, il y a vraiment un fait saillant, c'est que vous n'avez que, c'est le chiffre qui est affiché en bas à droite, que 13% des programmes qui ont à la fois un scoring, donc ce que nous on a produit, satisfaisant, et qui en plus n'ont pas des prix qui sont hors marché. C'est-à-dire qu'ils vont être vendus entre 10 et 30% plus cher que ce qu'on fait pour un bien équivalent dans l'ancien. Seulement 13%. Ça veut dire que ce sont ces programmes-là qui vont rencontrer normalement le plus de succès, mais qui, mathématiquement et en termes d'offres et de demandes, collent le mieux au marché. 13%, c'est très peu, parce qu'ici, on parle de quand même 200 programmes. Donc ça veut dire qu'il y en a qui ont été beaucoup moins bien pensés. Et dans ceux qui ont été beaucoup moins bien pensés, vous en avez par exemple les 42% qui sont affichés ici, on a des prix qui sont 30 à 50% supérieurs que les prix dans l'ancien. C'est trop. C'est trop parce que dans un secteur en tension, où on a une crise et une baisse des prix, vous ne pouvez pas demander aux acquéreurs de payer 30 à 50% plus cher. Surtout quand ils vont sûrement faire l'achat de leur vie et quand on commence à passer le 5 000, 6 000, 7 000, 8 000 euros le mètre carré, parfois plus. Donc c'est là qu'on va en fait annihiler les chances de permettre aux acquéreurs de se diriger vers cette demande de neuf. Et si en plus le scoring n'est pas bon, c'est-à-dire si on n'a pas les critères qui sont recherchés, alors là on est très loin de ce que vont demander, ce que vont chercher à acquérir les potentiels acheteurs. Donc c'est pour ça que nous on voulait démontrer qu'aujourd'hui on peut plus réfléchir uniquement en termes de renta, de marge, de stratégie commerciale, marketing, on peut plus. C'est un travail qu'il faut continuer d'effectuer, mais qui doit être appuyé par des chiffres, par de la statistique et par des études d'offres et de demandes. Sinon, on va produire des programmes neufs qui ne vont pas tous trouver preneurs, on va avoir des taux de réservation qui ne seront pas optimaux, et surtout, ça va traîner. Et comme ça va traîner, on va encore aller vers une baisse des prix supplémentaire pour finir par caser en fait ces biens sur le marché. Et c'est clairement pas la logique quand on essaye d'utiliser la dynamique, en gros, des JO. Alors il y a quand même, pour conclure là-dessus, je vous l'ai dit, des programmes qui sortent du lot, parce qu'ils ont été, je pense, de façon assez naturelle, très bien pensés. C'est-à-dire on arrive à coller au marché. C'est très souvent à Paris intramuros, très souvent, alors qu'il y a d'autres villes où les programmes proposés sont clairement très très loin de la demande. Je pense à Saint-Denis notamment, ce n'est pas la seule ville. Alors on a toute une étude avec un rapport sur chaque programme. On n'est pas ici pour mettre des gens au chômage en disant vous avez mal fait votre travail, c'est pas ça. C'est vraiment pour en fait expliquer qu'aujourd'hui, il y a tout un travail mathématique et statistique qui peut venir appuyer ces futures commercialisations pour ne pas aller droit dans le mur, surtout en période de crise. Merci Stéphane, ça suscite un peu d'interrogation. Peut-être alors du coup on va changer l'ordre, Florence. La question que je me pose, c'est il y a aussi les programmes, ils se construisent avec un cahier des charges qui est celui de l'aménageur, des collectivités, qui est celui des coûts de construction, et sur des projets tels que celui des JO, le cahier des charges était extrêmement lourd. Et donc, est-ce qu'on peut sortir avec des prix qui peuvent être au niveau du marché? Alors, effectivement, on n'a pas échangé avant, du coup, on est un peu en live. Donc, moi, je travaille chez ICAD et on s'occupe d'une partie du village des athlètes. Et il se trouve qu'on vient de lancer la commercialisation d'une partie des logements qu'on va vendre en accession, sachant que dans le village, vous avez aussi des logements sociaux, des résidences étudiantes, des résidences sociales. Enfin, il y a toute une programmation mixte. Et une partie des logements qu'on doit vendre en accession. Sauf qu'effectivement, pour faire un prix,
enfin, je ne vais pas vous faire un cours sur un bilan de promoteur, mais le prix ne se calcule pas que par rapport à l'ancien, et il se calcule par rapport effectivement à un prix de foncier. Donc là, je peux me tourner vers les collectivités, aménageurs ou autres, et par un coût de construction, et en l'occurrence sur le village des athlètes. Alors je pense que votre étude, elle rayonne beaucoup plus largement que le sujet du village des athlètes, mais par un cahier des charges. Et sur le village des athlètes, le cahier des charges est extrêmement ambitieux pour atteindre un bilan carbone réduit par 2 par rapport à une opération classique, pour atteindre un confort thermique des logements compatible avec un climat 2050. Enfin voilà, pour atteindre tout un tas d'ambitions environnementales qui font aujourd'hui la force du village des athlètes. Mais ceci dit, ce n'est pas pour ça qu'on vend plus cher que sur un programme classique. Parce qu'on sait bien, et je suis d'accord avec ce que vous dites, les acquéreurs ont des limites de budget et enfin voilà, personne n'a un budget supérieur au prix du marché. Donc, il faut quand même qu'on se mette dans le prix du marché. Donc, c'est du coup la marge du promoteur qui est réduite, ça c'est clair. Et sur une opération comme celle-là, oui, la marge du promoteur est réduite. Je crois qu'il n'y a pas de tabou à dire ça. Voilà, donc oui, un cahier des charges très contraint et très passionnant, et finalement des contraintes qui se transforment en opportunités pour faire avancer la filière et faire avancer la ville de demain. Mais un prix de sortie qui n'est pas supérieur. Alors c'est vrai qu'on est dans un contexte compliqué, donc donner un prix de marché aujourd'hui c'est compliqué, parce que voilà, on est tous en zone de turbulence, mais ce n'est pas pour ça qu'on vend plus cher. Et alors, pour en venir, parce que finalement, c'est ce village des athlètes, mais ces grands projets olympiques permettent quand même d'accélérer peut-être des choses sur l'innovation. Vous me parliez d'une première innovation qui est une innovation juridique, finalement, puisqu'on parle héritage, on parle réversibilité, donc le permis à double état. Dites-nous-en un petit peu plus. Et puis, quels autres types d'innovations et finalement, de quelle manière est-ce que vous avez pu emmener tout ça? Parce que c'est du réglementaire à changer, c'est des nouvelles méthodes de travail à mettre en place. C'est toute une filière, tout un secteur qu'il faut accélérer sur un timing très très court, ce qui est aussi le challenge de l'enjeu des JO. Oui, tout à fait. Donc sur les JO, on a signé les premiers accords, enfin les premières promesses de vente avec la Solideo, donc qui est l'aménageur, en décembre 2019. Et là, dans quelques mois, on doit livrer, puisque la date des Jeux n'a pas changé, c'est toujours la même. Donc on avait 4 ans pour monter le projet et pour le construire. Et donc la première innovation dont on a bénéficié sur cette thématique de la réversibilité, qui est la thématique de la table ronde, c'est le permis double état. Comme vous le disiez, en fait, c'est un permis de construire qui, dès le début, autorise l'État Jeux olympiques, ce qu'on appelle l'État JOP, Jeux olympiques et paralympiques, et l'État héritage, qui est l'État définitif pour après. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un projet qui a été pensé pour l'héritage. Et ça, c'est vraiment très, très important d'avoir ça en tête. On lit beaucoup de choses sur les villages des athlètes dans des pays, enfin voilà, dans les années passées. Ici, à Paris, enfin à Saint-Ouen, Saint-Denis et l'île Saint-Denis, parce que le village est à cheval sur 3 communes, le projet a été pensé pour l'héritage. Donc il a été fait avec Pleine Commune, avec la mairie de Saint-Ouen, avec les investisseurs, les bailleurs sociaux. Il a été pensé pour le après, et il se trouve qu'en 2024, on accueille des athlètes. Mais finalement, c'est presque, j'allais dire, anecdotique. En fait, non, parce que si ce n'était pas les Jeux, on ne serait pas là pour en parler. Donc, ce n'est pas anecdotique, mais en tous les cas, c'est plutôt Paris 2024 qui s'est adapté à la configuration héritage. Et donc, effectivement, ce projet, il était ambitieux dès le début et il nous a obligés à innover, parce que ce qu'on pourrait penser comme des contraintes dans le cahier des charges, qui était très ambitieux, finalement, c'est devenu des opportunités. Et comme il fallait aller vite, parce qu'on avait toujours ce sujet du planning, bah, ça nous a obligés à trouver des solutions à chaque fois qu'on avait des obstacles. Donc, pour donner quelques exemples et sans rentrer dans des détails trop techniques, parce que c'est vite des innovations techniques, donc il y a cette innovation juridique du départ sur le permis double état. Mais comme il fallait beaucoup construire en bois pour atteindre le bilan carbone, par exemple, on s'est retrouvé confronté à des sujets de normes techniques, et on a dû déposer des autorisations d'expérimenter, des ATEX pour ceux qui connaissent. Et ça, c'est des choses que normalement que vous obtenez en plusieurs mois, voire plusieurs années. Et là, parce que c'était les Jeux, ça nous a permis d'aller vite. Donc ça a été un accélérateur pour la construction bois en France, puisque finalement tout ce qu'on a pu défricher va servir sur des prochaines opérations. Donc sur la construction bois, sur les façades ossature bois, sur les planchers bois. Enfin voilà, plein d'opportunités de faire des innovations, parce que c'était un peu la magie des Jeux.
Alors c'est aussi un travail à marche forcée et les collectivités et le territoire est partie prenante de l'ensemble de cette marche forcée. Donc comment est-ce que vous avez, quels sont les enjeux pour vous en termes de territoire? Mille. Il marche? Ok, super. Merci déjà pour l'invitation, c'est assez passionnant d'avoir tous ces chiffres qui se recoupent. Donc moi, Camille Jiquel, je suis élue sur le territoire Boucle-Nord-de-Seine en charge du développement économique. Je vais juste replacer un petit peu le territoire de Boucle-Nord-de-Seine et vous allez comprendre la suite de mon propos après. Le territoire de Boucle-Nord-de-Seine, ce sont 7 communes à cheval sur le 92 et le 95, dont Argenteuil, dont je suis adjointe au maire également, mais également Gennevilliers, Colombes, Bois-Colombes, Villeneuve-la-Garenne, Clichy et Asnières. Alors nous, on est un peu les voisins finalement du territoire qui accueille le village olympique, mais on est labellisé Terre de Jeux. Et on a également un certain nombre d'infrastructures qui sont labellisées aujourd'hui pour accueillir les délégations internationales et pour accueillir finalement aussi l'ensemble des touristes et des participants qui vont venir sur les Jeux. Je pense que c'est pas Karim Bouamran, maire de Saint-Ouen, ou Mathieu Hanotin, maire de Saint-Denis, qui vont me contredire. C'est un formidable accélérateur et du développement d'une ville et du développement de l'innovation. Je pense que d'ailleurs, ils ont été particulièrement attentifs à la qualité et à l'intégration urbaine de ces projets. Mais ça rayonne bien au-delà. On disait juste avant, finalement, point de village olympique sans le port de Gennevilliers, qui est le port fluvial, le principal port fluvial d'Île-de-France, mais aussi le deuxième d'Europe, qui permet aujourd'hui d'avoir une plateforme logistique qui a servi pour la construction du village olympique, qui va servir tout au long des Jeux et qui sert au quotidien évidemment, mais qui aussi va bénéficier de toute l'aura que les Jeux olympiques vont porter sur nos territoires. Je parle de cet exemple parce que les Jeux, c'est aussi l'occasion d'avoir un énorme impact social et sociétal sur nos territoires. Et c'est fortement pourvoyeur d'emplois et de transformation urbaine aussi pour les territoires voisins. On va accueillir 4 gares, nous, du Grand Paris Express. Transformer un quartier de gare, c'est quand même assez compliqué. Nous aussi, on va fonctionner à marche forcée. Mais nous, en tant que collectivité, on est aussi garant de la qualité et garant du cadre de vie. Donc autant on veut transformer nos villes et finalement aussi s'adapter au changement climatique, s'adapter aux innovations, s'adapter aux nouveaux usages, mais on veut aussi être garant du cadre de vie et que finalement cette transformation à marche forcée, on ne la subisse pas. L'autre impact aussi, c'est l'impact, donc au-delà de l'emploi, c'est l'impact économique. Et je parlais d'impact social et sociétal, mais l'impact pour nos habitants et nos associations, il va au-delà de l'aménagement. Finalement, on ne parle pas que de matériaux, de béton, d'infrastructures. On parle aussi d'attractivité, c'est-à-dire qu'on fait un formidable travail aujourd'hui avec Choose Paris Region, qui est l'agence de développement économique de la région Île-de-France. Et les Jeux olympiques permettent aussi de montrer ce savoir-faire qu'on a su déployer en un temps record et ces innovations records et toutes les startups qui sont présentes aujourd'hui sur le salon Rent, ce savoir-faire français dans l'immobilier, mais pas que, d'ailleurs, ça rayonne bien au-delà. Et donc, on va aussi avoir des relations internationales qui vont être facilitées et qui nous ont déjà permis d'avoir des entreprises qui regardent bien plus spécifiquement certains fonciers économiques sur la région. Et puis, dernière chose, c'est le travail avec la métropole du Grand Paris, puisque quand on est territoire, on fait partie de la métropole du Grand Paris. Plaine Commune préexistait déjà, c'est un territoire qui a l'habitude de fonctionner ensemble. Nous, cette ville de territoire Boucle-Nord-de-Seine, on existe depuis 2016, donc à la fondation de la métropole du Grand Paris. Donc on est jeune, et d'autant plus jeune qu'on a 30% de notre population qui a moins de 30 ans. Donc voilà pourquoi aussi l'emploi et la dynamique est importante et le changement est important pour nous. Et finalement, la métropole du Grand Paris porte aussi un certain nombre d'équipements dans le cadre des Jeux olympiques qui sont essentiels pour nous. Il y a la piscine à Saint-Ouen qui est un équipement d'envergure métropolitain qui va servir à l'ensemble des villes de la métropole du Grand Paris. Mais la métropole du Grand Paris nous aide également à développer les mobilités douces. Et on va peut-être parler de mobilité un peu plus sur la deuxième partie.
Mais voilà, on parle beaucoup de trains, de trams, d'infrastructures, encore une fois de matière, des mètres carrés, etc. Mais c'est important de déployer les mobilités douces, et donc la métropole nous aide dans ce sens à déployer par exemple des passerelles, une passerelle qui reliera Argenteuil et Colombes pour permettre de meilleures boucles pour le loisir comme pour la mobilité professionnelle. Ouais, alors on parle mobilité, c'est extrêmement important parce qu'on va accueillir beaucoup de monde, infrastructures qui vont permettre de les accueillir. Romain, vous travaillez surtout avec les aéroports, avec la SNCF. Est-ce que donc Camille disait qu'il y avait 4 gares qui allaient être 4 nouvelles gares qui allaient être créées du Grand Paris. Néanmoins, il va falloir pouvoir les accueillir sur les infrastructures existantes. Romain. Alors tout à fait. Alors c'est pas complètement gagné, hein. Donc nous chez WeMaintain, ce qu'on fait, c'est on est une PropTech. On a encore le droit de dire ça au Rent peut-être. Au Rent, on peut encore le dire, bien sûr. Et nous, ce qu'on fait, c'est on fait de la maintenance des équipements techniques tels que ascenseurs, escaliers mécaniques, portes, etc. Donc on a des techniciens de maintenance qui vont maintenir ces équipements. Et en fait, ce qui va se passer cet été, c'est qu'il va y avoir 16 millions de personnes qui vont débarquer dans la région. Et très clairement, la plupart des infrastructures n'ont pas forcément été conçues avec ce chiffre en tête. Donc elles vont devoir s'y adapter de façon très transitoire. Donc comment on va faire, c'est une vraie question. Pour vous donner un ordre de grandeur, nous, un de nos métiers principaux, c'est la maintenance d'ascenseurs. En Ile-de-France, il y a 3000 techniciens spécialisés là-dedans. Donc nous, on estime que pour pouvoir faire face au JO, on va devoir doubler le rythme de maintenance, mais on va pas trouver 3000 techniciens supplémentaires comme ça. Hein. En général, il faut 10 ans pour les former. Donc voilà, il y a des énormes enjeux qui se posent, de savoir comment on va pouvoir accueillir tous ces gens qui viennent pour les Jeux Olympiques. Et aussi, ça ne vous a pas échappé, les Jeux Paralympiques. Donc qui dit Paralympique dit un sujet lié au handicap moteur. Donc évidemment que tout ce qui est ascenseur, escalator, etc. va être extrêmement sollicité. Et puis ne serait-ce qu'en termes d'image, c'est pas le genre de truc qui a intérêt à tomber en panne pendant les JO paralympiques. Donc énorme enjeu. Donc nous on a trouvé 2 solutions. Hein. Bon, c'est pas révolutionnaire, mais la première c'est qu'on va on va décaler les vacances. Hein. Je veux dire, c'est assez simple. Hein. Toutes nos équipes, elles partiront plus tard ou plus tôt, mais pas pendant les JO. Parce que sinon, je peux vous dire que nous, on fait la maintenance de la gare Montparnasse, par exemple, gare de Lyon. Je pense que si on double pas le rythme pendant l'été, je pense que ça va pas très bien se passer. Et le deuxième truc qu'on va faire, c'est on va barder tous les équipements de capteurs. Il faut qu'on soit capable de mesurer en live à la seconde près dès qu'il y a le moindre problème. Sinon, grosso modo, on sait que ça va exploser. C'est-à-dire que si on a une demi-heure ou 1 heure de temps d'attente pour découvrir qu'il y a eu un problème, globalement, ça va être la paralysie la plus totale. Déjà que c'est pas complètement gagné, il faut qu'on puisse quand même avoir les circulations verticales et horizontales qui fonctionnent. Voilà, donc c'est pas des solutions absolument révolutionnaires, mais enfin quand même, faut développer une technologie qui marche et qui est fiable pour faire ça et puis mettre les moyens en face. Ça va être un beau défi. Alors on a testé pour la Coupe du Monde de rugby, ça s'est bien passé. Mais bon, il y avait quand même un facteur, il y avait probablement un facteur 20 à 30 par rapport au JO, donc, voire un peu plus même. Donc je pense que c'était un petit exercice. Mais ça va être sympa en tout cas. On a hâte. Donc on a compris, pas de vacances autour de la table, ça c'est clair. Mais néanmoins, il y a, donc pour revenir, ça c'est des vrais enjeux de mobilité, des vrais enjeux de suivi. Il y aura le pendant les JO et puis après le post-JO, on revient sur la réversibilité. Dans le projet que vous menez, Florence, il y a aussi des immeubles de bureaux. Et vous parlez, quand vous parlez héritage, vous dites finalement on les a pensés pour l'après. Et c'est peut-être plus complexe pour travailler des immeubles de bureaux en réversibilité sur des chambres d'athlètes que du logement en tant que tel. Oui, tout à fait, parce que accueillir des athlètes dans un appartement, finalement, c'est assez facile, entre guillemets.
Donc en fait, les athlètes, ils sont 2 par chambre. Donc quand vous avez un 3 pièces, voilà, il y a 2 athlètes par chambre. Que ce soit en studio jusqu'aux 5 pièces. Enfin voilà, nous, on n'a pas changé notre répartition typologique. Mais pour loger les 15 000 athlètes à l'échelle du village, il a fallu quand même recouper les séjours. On a créé une cloison provisoire dans le séjour pour créer une chambre supplémentaire, sachant que les athlètes n'utilisent pas la cuisine, puisqu'ils vont prendre leur repas à la Cité du Cinéma, qui est juste à côté, enfin qui est dans le village. Et donc c'est comme ça qu'on a travaillé la réversibilité dans la partie logement. Avec des sujets aussi d'accessibilité, je vais y revenir après. Sur la partie bureau, oui, c'est plus complexe parce que transformer un immeuble de bureau en logement, même si c'est une thématique qui est très à la mode en ce moment et tout le monde se met à faire de la réhabilitation, de la rénovation, sur le papier, on pense que c'est facile. Bon, en fait, c'est pas si facile. Et pourtant, nous, on avait les 2 cahiers des charges, puisqu'avec ce permis double état, on répondait à ce double cahier des charges. Donc, des chambres d'athlètes en 2024 et des plateaux de bureau pour fin 2025, début 2026. Donc, cet immeuble de bureau, il a fallu, dès la conception, imaginer qu'on allait le redécouper en unités de vie pour les athlètes. Donc en général, c'est 4 chambres et 2 salles de bain, parce que c'est une salle de bain pour 4 athlètes. Donc on avait quand même ce cahier des charges de Paris 2024 qu'on devait intégrer et faire rentrer, y compris dans cet immeuble de bureau. Avec la contrainte ou l'opportunité de l'accessibilité, donc on appelle ça l'accessibilité universelle, en fait, le fait de pouvoir accueillir les athlètes paralympiques. Et c'était très important pour Paris 2024 de se dire que quel que soit le handicap de l'athlète, il fallait qu'il puisse être logé dans n'importe quel logement. Il n'était pas question de dire ah bon, on va les mettre au rez-de-chaussée. Enfin voilà. En plus, ils sont logés par délégation, par pays. Et donc, c'est impossible de savoir à l'avance qui va aller où. Donc, il fallait que tous les logements, y compris les logements qu'on créait dans l'immeuble de bureau, soient accessibles à tout type de handicap. Donc de l'espace public, et ça c'est tout le travail de l'aménageur de l'espace public, avec en plus des terrains qui sont extrêmement en pente, jusqu'à l'entrée dans nos bâtiments, jusqu'aux ascenseurs. Donc nous on a cette même angoisse de l'ascenseur qui va tomber en panne. Et par exemple, nous on a... parler après. Hein. Ouais, on parle après. Ouais, ça marche. Et par exemple, on a doublé les ascenseurs. Donc, au lieu d'avoir un seul ascenseur sur un immeuble classique, un immeuble de 30 logements, normalement, vous avez un seul ascenseur. Nous, on en a 2. Ça, c'était une demande de Paris 2024. Ils sont surdimensionnés pour que les personnes en fauteuil roulant puissent être plusieurs dans un même ascenseur. Voilà, donc nous, on est aussi, on a regardé aussi tous ces sujets-là. Et puis, dans les logements, ça nous a obligés aussi à innover. On repasse par des innovations techniques pour que la douche soit parfaitement accessible, parce que quand vous êtes en fauteuil roulant, vous avez une prothèse, vous ne pouvez pas avoir un ressaut pour rentrer dans votre douche. Donc on a dû travailler des douches sans ressaut, travailler sur les contrastes de couleurs pour que les personnes avec de la basse vision puissent aussi se repérer dans les logements. Enfin voilà, il y a eu tout un travail que nous on a saisi en opportunité pour se dire c'est finalement le logement pour tous, parce que tous on peut avoir des enfants ou être enfant, puis ensuite être personne âgée. Et finalement, ce sujet de la hauteur de la commande, du contraste de couleurs, en fait, on se rend compte que ça va au-delà du handicap et que ça concerne tout le monde. Donc ça nous a aussi beaucoup changé notre regard sur le sujet de comment on adapte des logements au handicap, mais pas que. Alors jusqu'où est-ce que vous avez emmené le challenge de l'innovation? Vous avez un bâtiment peut-être encore qui n'est pas lui finalisé, mais qui est peut-être l'ultime test qu'il fallait jouer. Oui, on est allé très loin sur un bâtiment qu'on appelle un bâtiment cycle. Cycle parce qu'on recycle l'ensemble des déchets. Parce qu'on a une des thématiques qui nous a beaucoup animés, aussi toujours drivée par Paris 2024 et la Solidéo, qui est le sujet du réemploi. Parce que tout ce qui est provisoire amené pour les Jeux, il n'était pas question que tout finisse à la poubelle à la fin. Et ça, c'est un gros driver pour Paris 2024. Et donc que tout ce qui allait être temporaire, enfin au maximum, notre objectif, c'était que 80% de ce qui était posé de manière temporaire devait pouvoir être réutilisé derrière. Donc pour dire que le réemploi, c'est un driver, c'est un fil rouge sur notre projet. Et nous, on est allé encore plus loin. Parce que dans le cahier des charges de la Solidéo, on nous demandait de porter une innovation très ambitieuse, qui est financée d'ailleurs par un fonds innovation de la Solidéo. Et on s'est dit, on va faire un bâtiment comme s'il pouvait fonctionner de manière autonome sur la totalité de ses déchets. Donc quand on parle des déchets, alors c'est jamais très sexy, mais c'est comme ça, on parle des urines, on parle des matières fécales, on parle des eaux usées et on parle des biodéchets. Donc, par exemple, l'urine, pour ceux qui connaissent un petit peu, et là, pour le coup, on travaille avec des startups. C'est une startup qui s'appelle Toupie Organics. Je suis désolée, il y a un moustique qui me tourne autour. Et Toupie Organics, en fait, ils récupèrent les urines et ils les transforment en biostimulants agricoles parce que l'urine est, paraît-il, un engrais extrêmement fertilisant.
Et donc, la cuvette des WC, dès le départ, vous avez un réseau pour les urines, un réseau pour les matières fécales. Les matières fécales sont transformées en compost. Et puis le sujet du recyclage des eaux usées. Donc ça, je pense que c'est une thématique qui nous anime tous aujourd'hui, qui nous animait déjà en 2019 quand on a répondu au concours. Et depuis, les politiques nous ont finalement encouragés à tenir bon sur ce projet, avec notamment les annonces de Macron il y a quelques mois sur la réutilisation des eaux usées et la préservation de l'eau potable. Et nous, toutes les eaux usées du bâtiment, elles sont réutilisées comme dans une petite station d'épuration au sous-sol, avec une start-up là, qui s'appelle Nereus, et qui réinjecte l'eau propre, quand même pas potable, mais propre, extrêmement propre, qui peut-être un jour serait potable. Et ça permet de réutiliser dans les chasses d'eau, dans l'arrosage des espaces verts, dans les machines à laver. Voilà, bon, pour faire tout ça, c'est pas si simple parce qu'on est confronté à tout un tas d'obstacles administratifs avec l'ARS. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est aussi un retour d'expérience intéressant de comment on fait une innovation en France et comment finalement ça a été arbitré sur le bureau du Premier ministre au mois de juillet. Donc pour vous dire que même s'il y a des messages politiques au moment où vous voulez faire, c'est quand même pas si simple. Donc voilà, ce projet nous pousse vraiment à aller très très loin sur ces sujets d'innovation. Nous, on y croit avec beaucoup de conviction et s'il n'y avait pas eu les Jeux, c'est sûr qu'on ne l'aurait pas fait. C'est clair. Et du coup, c'est vrai que pour les territoires, c'est aussi une formidable opportunité, on l'a dit, sociétale, mais d'emploi et de forcer l'innovation, finalement, une fois que ça aura été fait. C'est des choses qu'on pourra reproduire et qu'on pourra reproduire à différentes échelles, avec des coûts certainement moindres, parce qu'encore une fois, on est dans un apprentissage et ensuite on va pouvoir déployer. Donc c'est extrêmement fort comme projet, mais même si c'est très douloureux dans l'instant de la faisabilité. Pour un territoire et une collectivité, on a l'habitude de dire que le temps de l'aménagement est un temps long, et a fortiori pour les habitants. Et ce qui s'est passé sur les jeux, dans la phase construction, dans la phase jeu et puis dans la phase héritage, c'est un formidable creuset d'innovation qu'effectivement on va pouvoir réappliquer, sachant que effectivement sur des projets d'aménagement classiques, ça prend plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Et on n'est pas du tout dans les mêmes schémas de maîtrise foncière ou réglementaires, etc. Mais néanmoins, je pense qu'il y a des choses qui vont pouvoir être adaptées. Et de la même manière, tout ce qui a été fait en matière de réversibilité, c'est extrêmement intéressant parce que la situation qu'on est en train de connaître aujourd'hui, économique et géopolitique, qui a un impact ultra local, mais très très local, c'est finalement, on est en train de prendre des décisions à un instant T et on se rend compte que potentiellement on peut quand même intégrer la réversibilité même dans des projets d'aménagement qui sont absolument pas concernés par un temps des jeux et autre chose. Et puis la réversibilité, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'elle a été pensée à l'échelle d'un quartier entier. C'est-à-dire qu'on parle souvent de la réversibilité du logement en termes d'usage pendant les jeux et en termes d'usage en logement ou en bureau après les jeux. Mais ça fait quand même plus de 6000 habitants qui vont habiter un quartier. Habiter un quartier, c'est quoi? C'est emmener ses enfants à l'école. C'est aller chercher sa baguette de pain, j'ai l'habitude de le dire, le dimanche matin, tranquillement, sans avoir à prendre sa voiture, par exemple, d'avoir des services et des équipements sportifs. Tout ça, ça a été pensé. Et c'est vrai que ça oblige aussi à revoir un certain nombre de choses dans notre manière d'aménager le territoire, et ça a été bien anticipé. Et par contre, c'est vrai que là où on a vraiment des efforts à faire, c'est que toutes ces innovations, souvent on les voit dans les grandes opérations d'aménagement, on les voit dans les grands projets, mais dans le diffus, c'est encore très dur parce que c'est des équilibres économiques et des bilans qui sont différents, qui tournent de manière totalement différente. Mais je pense qu'on gagnerait à avoir des équilibres économiques et des bilans qui soient un peu plus coordonnés entre différents projets ou sur un territoire plus large que l'opération seule. Parce qu'aujourd'hui, on construit pour construire dans certains endroits et ce n'est pas optimal. Et du coup, ça nous ramène à l'adéquation entre l'offre et la demande, parce que les services, les infrastructures, effectivement l'école, effectivement la boulangerie, etc., ça fait partie des critères d'attente. Et peut-être que ce point d'inadéquation, c'est aussi le fait que l'on ne sait pas, le quartier va être finalement un quartier complètement nouveau. Qui va l'habiter? Est-ce que ça, on est en capacité de le prédire? En fait, il faut toujours réussir à capter la part qui est justifiée donc dans le prix au mètre carré d'un quartier
par les infrastructures. Donc c'est essentiel, hein, c'est avant tout ce qu'on met en avant. Donc on peut déjà avoir des projections, hein, sur ce qui va être construit et comment c'est accepté globalement dans d'autres communes équivalentes en termes de population, de revenus. Donc ça, c'est possible d'avoir déjà des projections, mais je reviens sur ce que disait Camille, c'est vrai qu'après, c'est un véritable espace de vie, et cet espace de vie, il faut qu'il reste accessible. Et accessible, évidemment, on peut proposer tout ce qu'on veut en termes de construction et d'innovation, mais si le prix, lui, est inaccessible, on ne touche pas les populations qui sont initialement celles qu'on aurait dû toucher. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi un véritable accompagnement en termes de tarifs qui doit, alors je ne vais pas parler de réglementation, mais il y a un vrai accompagnement qui doit être fait en amont, où je pense qu'il faudrait en gros très bien doser les prix qui sont proposés pour les futures habitations. Sinon, en effet, on risque de construire des quartiers qui sont très bien faits, mais dans lesquels on ne va pas accueillir les populations, on va dire, qui étaient prévues, tout simplement parce qu'elles n'ont pas les moyens d'acquérir dans ces lieux. Donc c'est ça le véritable enjeu, je pense, de demain. Et cet enjeu, il est beaucoup plus complexe à cause des taux qui ont augmenté. Ce n'était pas prévu naturellement, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes les études qui démontrent en fait que les taux ont vraiment ont découpé, hein, les capacités d'achat des Français. Il faut y répondre. C'est-à-dire on ne peut pas dire aux personnes qui sont capables d'acheter attendez 6 mois, attendez 1 an, attendez 4 ans. Parce que sinon on renvoie à plus tard tout ce qui a été prévu en termes donc économiques bien sûr et en termes d'infrastructures. Donc il y a des possibilités de projection, mais ça revient toujours à se questionner sur un juste milieu pour ne pas, on va dire, essayer de réserver tout ce qu'on fait à une seule population qui passe un seuil de revenu qui est encore rare en France. D'accord, peut-être un petit mot de conclusion. On va y être, vous allez tout livrer pour... On a bientôt fini, ouais. Nous, on doit avoir fini pour le 31 décembre les travaux et on remet les clés à Paris 2024 au plus tard le 1er mars. Et après, c'est eux qui aménagent pour accueillir les athlètes en juillet. Donc, ouais, on y sera. Romain, la même chose, vous y serez, vous aurez étoffé vos équipes un peu, vous leur aurez demandé de faire des efforts et de ne pas partir en vacances, et vous aurez calibré l'ensemble des capteurs nécessaires pour éviter les grosses surprises. On est prêt et même on a hâte parce que c'est un vrai accélérateur en fait, hein. Pour nous, ça va être une vitrine. Ça va nous permettre de tester en live aussi certaines innovations. Tout ne sera pas parfait, mais je pense qu'on va faire un très très grand pas en avant grâce au JO, ça c'est clair. Et on sera sous l'œil des projecteurs. Donc les territoires seront sous l'œil des projecteurs. C'est un formidable mouvement, vous l'avez dit, pour l'attractivité des territoires. Ça sera, le monde entier aura les yeux rivés sur les territoires des JO. Exactement, et je citais tout à l'heure la métropole du Grand Paris et Choose Paris Region, mais on met aussi en avant tous nos pépites touristiques, culturelles, qui seront mises en avant à cette occasion-là, et c'est aussi l'occasion de découvrir des nouveaux lieux et de faire rayonner, je disais notre savoir-faire tout à l'heure, mais c'est aussi notre patrimoine qui est juste à côté de chez nous, qui va être sous le feu des projecteurs mondiaux. Et puis un trait d'union entre beaucoup des villes qui accueillent les Jeux ou qui accueillent des épreuves, c'est la Seine. Et en espérant que justement cette réversibilité et cet héritage, finalement on arrive à le maintenir dans le temps et faire des coopérations entre les villes, comme on a déjà évoqué le sujet avec des villes comme Saint-Ouen ou avec d'autres villes des territoires voisins. Merci à tous. Merci. Est-ce qu'il y aurait des questions ? Bonjour à tout le monde. Ma question va être pour Florence. Elle a soulevé un sujet assez important sur la transformation des immeubles de bureaux en logements. Et je voudrais savoir quelles sont les difficultés techniques que vous rencontrez sur le terrain. Alors, pour donner un exemple assez simple, en fait, quand vous construisez un plateau de bureau, en général, vous avez les sanitaires qui sont au milieu. Du coup, toutes les gaines passent au milieu du plateau et puis tout autour, c'est vide pour avoir des grands espaces. Quand vous devez redécouper ces grands plateaux en unités de vie, comme je disais, avec des salles de bain de manière beaucoup plus fréquente, il faut recréer des gaines et du coup percer des planchers. Donc comme c'est prévu dès le début, nous on a prévu des réservations qui vont bien dans les planchers. Ce sera rebouché après pour la phase héritage.
Mais ça, c'est techniquement des contraintes qui sont importantes. Vous avez aussi, par exemple, la façade. Une façade de bureau, c'est pas pareil qu'une façade de logement. Et donc, il a fallu penser les ouvertures en façade pour qu'elles correspondent à la fois à des plateaux de bureau et à la fois à des découpages de chambres avec des cloisons. Voilà, c'est des exemples comme ça. Les circulations, enfin voilà, c'est pas du tout la même approche. Il y a tout le sujet de la sécurité incendie. Enfin voilà, sans rentrer dans des sujets trop techniques, mais c'est pas les mêmes réglementations et c'est pas les mêmes dessertes, tout simplement, que ce soit sanitaire ou d'accès. Voilà, donc ça coûte plus cher parce qu'il faut prévoir les deux côtés. Merci. Encore une petite question en dernier? Non. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. C'était très intéressant. Merci.